Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour cette 5e édition de La Voûte, 5e édition déjà de ce podcast que j'ai lancé il y a bientôt 3 mois, et qui m'occupe raisonnablement, j'y dédie beaucoup de temps avec grand plaisir. Je préviens tout de suite, j'enregistre aujourd'hui ces jours de marché qui se passent en dessous de mes fenêtres. Vous allez peut-être entendre un orgue de barbarie, parce que dans le marché du 12e à Paris, il y a un type qui joue de l'orgue de barbarie pendant les 6 heures du marché, et je me demande si c'est pas un peu audible. Voilà. Comme ça vous en savez plus un peu sur mes conditions d'enregistrement. Je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à l'épisode sur Gormenghast. Je vais pas vous mentir, quand je l'ai mis en ligne, j'en étais qu'aux 2 tiers satisfait. J'étais très satisfait du contenu, je le trouvais bien ficelé, mais je me trouvais très verbeux, je trouvais mon texte un peu prétentieux sur ce que je disais sur Gormenghast. Il y avait un petit côté France Inter qui m'énervait un peu. Je m'attendais à faire assez peu de vues, finalement ça va, c'est l'épisode le 3e plus vu de la chaîne, bon sur 4, voilà. Le premier étant celui sur l'imaginaire, le second étant sur Aristote et le Dark Ambient, le 3e Gormenghast et le 4e sur le Nidrosian Black Metal, qui intéresse beaucoup moins, c'est pas grave, voilà. Aujourd'hui, en revanche, j'ai teasé un petit peu sur les réseaux sociaux. Alors autant vous êtes de plus en plus nombreux à aller voir ce que je fais, et je vous en remercie encore une fois, autant vous allez pas trop sur Facebook voir comment que je cause. Vous devriez parce que j'ai une page Facebook depuis le début du podcast. Allez donc jeter un coup d'œil, La Voûte. Le lien est en description, j'y fais des petits teasings parfois pour vous parler un peu de l'avancée des épisodes, je raconte un peu, je fais des photos un peu mystérieuses, n'est-ce pas? Un petit peu esthétiques pour vous donner un peu des indices. Et puisqu'on parle d'indices, j'adresse mes plus sincères salutations à Monsieur Julien qui m'écoute depuis l'île Maurice, Monsieur Julien qui est très sympathique et qui a deviné le sujet du podcast d'aujourd'hui. Bravo Julien, bravo. Je sais que tu m'écoutes depuis ton cheval, je sais que tu montes beaucoup à cheval, tu m'écoutes depuis ta selle. Tu gagnes un séjour meet and greet avec Famine de Peste Noire, ton musicien préféré, aux Pierres et Vacances des Rives de Cannes Mandelieu, sois bien à l'heure. On t'a prévu un petit whisky débat sur les thèmes fascisme et huile de bain, qui se déroulera au spa avec option massage des lombaires à la taïwanaise mais sans taïwanaise. Et je pense que tu voudrais pas rater ça. Le tout, je te le redis, en compagnie de Famine de Peste Noire qui sera là pour te raconter un petit peu ses idées passionnantes, n'est-ce pas, son parcours politique et peut-être, on ne sait jamais, pourquoi pas te proposer un featuring sur le prochain Peste Noire. Voilà, t'es content, hein? Aïe. Bon, Monsieur Julien avait raison, parce qu'aujourd'hui, on parle d'un groupe que tout le monde il aime, ou que tout le monde il connaît, mais qu'il a jamais écouté. On parle d'un groupe qui est en fait plus qu'un groupe, qui est réellement ce qu'on peut appeler une entité musicale. On parle de Dead Can Dance, on parle de Brendan Perry et de Lisa Gerrard. Et ça promet. Là, je suis au taquet, je vous ai écrit un texte qui est machallah. Alors, bon, écoutez jusqu'au bout. Ça va être un peu long, mais je pense que ça va être intéressant. J'ai aussi fait un gros réquisitoire. Il n'y en a pas eu la fois d'avant, là j'ai mis double dose. J'en ai un grand, bien rédigé, bien écrit, et un autre où je vais juste m'énerver un peu tout seul en impro. Restez bien à l'écoute, merci d'avoir cliqué, vous êtes sous la voûte. Premier de cette volume de cette 5e édition de La Voûte, et je vais en faire une espèce de tradition, je crois. Premier des volumes, on parle encore une fois de Doom, et voilà, du bon gros Doom Metal à l'ancienne, comme j'aime, pas le Doom récent que j'aime pas. Et on parle d'un groupe culte, et d'un album culte, que vous connaissez sûrement si vous aimez un tant soit peu le Doom. Un album que j'écoute régulièrement, c'est un groupe en fait que j'écoute par période. Ça peut m'arriver de l'écouter à fond pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et après je le laisse un peu dans son coin, et à chaque fois je le redécouvre, et il s'agit de Cathedral, avec l'album The Ethereal Mirror, le second album de Cathedral. Bon, je ne présenterai pas Cathedral, c'est absolument inutile, c'est un groupe mythique, c'est un groupe culte. Cathedral, ça reste le groupe de Lee Dorian, qui est devenu un petit peu le saint patron et l'ange gardien du doom metal traditionnel avec son label Rise Above, avec lequel il a aussi sorti Ghost, on n'en dira pas plus. Lee Dorian qui était aussi chez Napalm Death et qui a chanté plutôt sur les 3 premiers Napalm Death, c'est quand même pas rien, le mec a eu une belle carrière. Il crée en 89 Cathedral, et cet album-ci sort en 93 après le mythique Forest of Equilibrium. Autant Forest était long, très lent, très plombé,
très proto-Reverend Blizzard un peu, presque dépressif. Il y avait presque un côté Doom Death en fait dans Forest of Equilibrium, peut-être presque un côté Funeral Doom par moment qui était, bon jamais Funeral Doom à la ésotérique, mais quand même Funeral Doom un petit peu dans l'esprit, proto-Funeral Doom. Celui-ci est encore plus long, mais il est plus rapide, plus rythmé, beaucoup plus rock'n'roll, beaucoup plus sabbatien. Cathedral est un groupe qui est extrêmement sabbatien, le sabbath des 6 premiers albums. Celui-ci, il est vraiment sabbath au sens rock, et on reperçoit le blues derrière. C'est plus du tout du doom death dépressif comme c'était sur Forest. On est sur des morceaux longs, mais avec des riffs vraiment, je le redis, mais sabbatiens, iomesque de dingue, avec un groove de fou. Ça groove, ça balance complètement, c'est très enjoué, c'est très théâtral. On est sur du un petit peu, comment dire, à mon avis, vous prenez le morceau Doom Over the World de Reverend Blizzard, encore eux, c'est typiquement un morceau qui est calqué sur le modèle de Cathedral, période Ethereal Mirror, et aussi période Carnaval Blizzard qui sortira juste après. C'est vraiment ce genre de Doom là, long, lent mais rythmé. En fait c'est faussement lent, qui est faussement lent et réellement enjoué au fond. Et pour moi ce sont des morceaux qui sont directement hérités de ce que faisait Pentagram avec des morceaux comme par exemple Forever My Queen, ou même Before Warn, qui sont vraiment dans cet esprit là un petit peu je t'entraîne avec moi, on cavale ensemble. Et c'est alanguissant, on fait des vocalises un peu comme ça, mais au fond ça reste assez entraînant, ça reste un peu grotesque presque un peu dans l'esprit, il y a un côté grandiloquent, théâtral, mais presque un peu opéra bouffe, un peu, il y a un côté Monsieur Jourdain comme ça qui fait des grandes envolées comme ça, voilà. Donc c'est jouissif, mais c'est pas de la musique con pour autant, puisque c'est bien composé, c'est très bien composé. On s'ennuie jamais, les structures sont pensées vraiment, c'est ce qu'on appelle les structures en coup de poing, qui sont très efficaces. Et surtout, le son est énorme, mais énormissime, il est massif. C'est des bûches quoi, il y a un côté bûche qui vous tombe sur la gueule, il est très chaud, c'est punitif, ça rend l'album extrêmement intense et lourd quoi, fibreux, il y a quelque chose, il est plein cet album, il y a des silences évidemment, mais le son est bien rempli, bien mastoc. Et surtout c'est un album qui sonne très anglais, très classieux, presque élégant parfois, il y a une espèce de classe, un petit peu presque d'aristocratie, je te regarde un petit peu de haut, je me fous un peu de ta gueule, mais je te regarde un peu de haut et je sais riffer mieux que toi, cherche pas, je sais riffer mieux que toi. Bon alors, je vais pas vous dire allez le découvrir, mais allez redécouvrir peut-être si vous l'avez pas assez écouté, The Ethereal Mirror, c'est un album qui est jouissif, on ne voit pas passer l'heure de musique, grand album, Cathedral, The Ethereal Mirror. Deuxième album de ces volumes, quelque chose qui n'a rien à voir avec le Doom, un groupe légèrement problématique, voilà, Nocturnal Mortum avec la démo Lunar Poetry. Et je glisse un petit peu, je rajoute un peu comme ça à la volée un petit coucou à Monsieur Max et Monsieur Bichon de Realm of Kawa, qui, dans un épisode, je sais plus lequel de leur très bon podcast, parlaient justement de Mortum. Et l'un des deux, je crois que c'était Monsieur Max, disait qu'il était pas très fan de Mortum, qu'il avait essayé de se plonger dans Voice of Steel, mais qu'il trouvait ça sympa, mais sans plus. Bon, je comprends, a priori, c'est pas du tout leur musique, leur terreau musical d'origine. Je sais que l'origine, c'est important quand on écoute Nocturnal Mortum, n'est-ce pas ? C'est le terroir, tout ça. Néanmoins, moi, Mortum, ça fait partie de mes groupes de chevet, et Lunar Poetry en particulier. Cette démo est sortie en 96, et elle a clairement valeur d'album. C'est aussi long qu'un album, ça dure un peu plus de 45 minutes. C'est composé non pas comme des pistes, tiens, je te mets des pistes pas très cohérentes entre elles pour te montrer un peu ce qu'on sait faire de façon un peu chaotique. C'est très construit, l'album est très cohérent, il a vraiment un sens, on l'écoute de manière un peu narratif, c'est un album qui est assez narratif, qui raconte quelque chose de l'ordre un peu de l'épopée. On est entre black metal atmosphérique et black metal symphonique, et je reviendrai un petit peu sur cette ambivalence après. C'est très évocateur, c'est un black metal qui est très évocateur, très ambiancé.
Les rythmiques sont très prenantes, il y a beaucoup de blast, mais pas que. La batterie est très dynamique. C'est quelque chose qu'on reproche souvent au black metal, et à raison. C'est un manque de dynamique dans les structures de rythme, en fait, hein, dans tout ce qui est rythmique. Ou alors c'est du blast tout le long, ou alors c'est du tuka-tuka qui va soutenir les riffs en trémolo un peu pauvres. Et bon, même en tant qu'amoureux de black metal, je dois reconnaître que c'est une critique qui est assez vraie. Là, c'est pas le cas. Il y a un travail qui a été fait sur les rythmiques qui rend l'album presque dansant parfois. Alors, si vous connaissez un peu Mortum, vous voyez ce que je veux dire. Il y a souvent des moments qui sont presque guillerets. On danse un peu une gigue, hein, on est bien, on est comme ça, on tripote un peu, on bouge un peu les cuisses, hein, on remue un peu des papates pour danser un petit peu au rythme d'hymnes folkloriques, anciens, païens. L'aspect folklorique, justement, est très fort avec cet album. Il est porté par des synthés, pas avec des instruments folk en eux-mêmes, mais par des synthés qui miment des instruments traditionnels. Alors, je vous arrête tout de suite, hein, parce que je vois venir, oui, il y a du kitsch. Évidemment qu'il y a du kitsch là-dedans. Évidemment qu'il y a ce qu'on appelle du tut-tut, ou du poète-poète, ou du flutio black metal, c'est un peu vrai. C'est un peu vrai, mais quitte à écouter du flutio tut-tut black metal, autant écouter celui-là, parce que ça fait partie des très rares groupes de tut-tut qui le fait bien. Je possède, et je vous incite à écouter et à posséder la réédition de l'année dernière sortie chez Oriana Music, qui est le label du groupe, qui revisite complètement l'album de la plus belle des manières. Le remaster est extrêmement flatteur, le son des guitares en particulier est plus profond, plus charnu, plus dense, ça fait moins clinquant, il y a un côté un peu moins crispant des tut-tut justement, des claviers, qui sont un peu épaissis aussi, un peu plus feutrés peut-être. Donc c'est une réédition réellement qui donne une cohérence qui va vraiment enrichir cet album, et qui peut peut-être le faire découvrir à des gens qui, de base, c'est pas trop leur créneau. Ça peut vraiment être une porte d'entrée, je pense, pour la musique de Mortum. Il y a un côté empereur, il y a un léger côté empereur, mais on en parlera après. Vite fait, je passe sur l'aspect polémique. Oui, Mortum à cette époque, c'était du zig-zig. Les gars étaient clairement un peu néo-nazes. Après, bon, moi j'en ai jamais rien eu à foutre que des groupes et des idéologies de ce genre-là. Je considère que j'écoute du black metal pour me faire agresser moi aussi. J'écoute de la musique extrême, pas pour que ça aille forcément dans mon sens. Même si je peux me sentir visé parfois par les attaques qu'il y a dans les paroles des groupes que j'écoute, et bah tant pis, ça fait partie du jeu. J'ai décidé d'écouter du black metal, d'y dédier une partie de ma vie en écoute, en chronique, en réflexion dessus. Il y a des choses qui sont pas tellement passables dans le black metal, on peut pas fermer les yeux dessus. Bah c'est comme ça, c'est un paradoxe qu'il faut assumer, et dans absolument, vous ne trouverez pas une seule niche artistique dans lesquelles les amateurs, les écouteurs, enfin les auditeurs, pardon, les regardeurs, les danseurs, tout ce que vous voulez, sont en accord entier avec les personnes qui créent et produisent leurs œuvres d'art, ou les œuvres qu'ils apprécient, ça n'existe pas. Chacun arrange un peu sa conscience comme il le faut. Moi j'ai fait mon choix, et je me suis jamais interdit d'écouter un groupe parce qu'il avait des idées NS. Voilà, ça va peut-être en choquer certains, mais c'est comme ça. Je me suis pas du tout... je suis clair avec ce que je suis en fait. Donc si j'avais peur que ça m'influence, je serais inquiet à un tout autre niveau pour moi. Ce serait pas simplement la musique qui me ferait peur. Et surtout, les mecs de Mortum, ils avaient des images pas très Charlie. À côté, il n'y a pas eu d'actes posés, il n'y a pas eu de choses comme ça. Voilà, puis si je veux m'amuser à mettre un petit tacle au NSBM, chose que j'aime bien faire quand même, le NSBM, ça veut rien dire, et très régulièrement, c'est très mauvais. Il y a quelques groupes classifiés NSBM qui font de la très bonne musique, mais les petits groupes de black metal de chambre qui disent Hitler il était sympa, ouais, bon d'accord, enfin, est-ce que c'est la peine qu'on en parle? Non, je pense pas, ça leur passera avec l'acné à ces mecs-là. Je reviens sur Mortum, l'album est fort, il est très fort, c'est réellement un album qui peut procurer de l'émotion, il y a un côté voyage, je parlais de Evil Fist il y a quelques épisodes, là on a vraiment un côté Evil Fist dans le côté entraînant, avec des claviers pas utilisés du tout de la même façon, de manière beaucoup plus baroque et foisonnant, mais avec un même pouvoir d'évocation et de capture. On vous capture à votre petite chambre parisienne ou n'importe où ailleurs, et on vous emmène ailleurs. On vous emmène dans un endroit qui n'est pas le même. Ça, Mortum le fait extrêmement bien. Ce que je voulais dire sur le côté empereur, on retrouve le côté un peu sympho que peut avoir empereur, en particulier sur un album comme Anthems, très puissant, très j'en fous partout, mais le côté sympho est subordonné à l'aspect folklorique, c'est utilisé pour le pagan, pas de manière à créer des atmosphères
réellement à la Emperor ou des groupes comme ça, ni à la Dimmu. Le côté sympho est utilisé pour rendre un côté folk, pas nocturne ou pas grandiloquent réellement. Et comme je le disais, c'est évidemment kitsch, mais derrière, si vous écoutez bien, il y a une vraie recherche musicale. Dans les structures, ça reste assez classique. En revanche, dans les arrangements en particulier, dans la façon dont les mélodies s'entrecroisent et s'harmonisent entre elles, est quelque chose de très bien trouvé. Et j'en profite pour mettre, puisque j'en suis à mettre des tacles, un petit tacle à la scène pagane des années 2000, qui n'a décidément rien inventé, puisqu'en 96, il y avait déjà les Ukrainiens, qui avaient tout fait à leur place. Donc les LVC et compagnie, vous n'avez rien fait de nouveau, et surtout vous n'avez rien fait de mieux. Surtout qu'encore maintenant, encore en 2021, les maîtres du métal païen et folk avec des tut-tut, c'est toujours Nocturnal Mortum, et j'en veux comme preuve leur dernier album, sorti en 2017 je crois, Verity, qui est excellent. Excellent. Et dernier de ces volumes, l'autre type qui avait tout dit en folk metal dans les années 90, avant tout le monde, et même avant Nocturnal Mortum, en 95 donc, c'était Monsieur Fenriz, Monsieur Gilwe Nagel Fenriz de Darkthrone, qui avait son projet Isengard, et je pense en particulier à l'album Ostmork, qui est sorti donc en 95, soit un an avant la démo de Mortum, et qui avait tout dit. C'est le versant inverse de Mortum. Mortum, c'est très foisonnant, c'est le côté pipeau, folk metal, mais en bien, contrairement à ce qui se fera après. Isengard, c'est le côté sobre. Tout est fait à la guitare, basse, batterie, chant, il y a un tout petit peu de je suis pas sûr que ça soit... J'ai un doute. Parfois je me dis c'est du clavier, parfois je me dis c'est simplement des sons de guitare ou de basse ou de la reverb qui donne cet effet-là. Je ne pense pas en fait qu'il y ait de clavier, j'ai un tout petit doute. Je suis sûr à 98% qu'il n'y en a pas. Mais bon, je laisse ouvert à ce... Je laisse ouvert. J'ai un tout petit doute sur peut-être des nappes de fond, je sais pas, je pense pas. Bref, qu'est-ce qu'il faisait, Monsieur Fenriz avec Ostmork? On a une demi-heure. Une demi-heure parfaite. Parfaite. On est sur un mélange de heavy, black, doom, folk, donc. Très porté sur la basse, l'instrument principal étant la basse. D'ailleurs, si vous écoutez la version commentée de cet album par Fenriz, qui a été sorti chez Peaceville et qui est passionnante, Fenriz explique que son instrument de prédilection, contrairement à ce qu'on a beaucoup dit, n'était pas la batterie mais la basse. Et cet album a été vraiment créé, composé avant tout à la basse. On y retrouve ces rythmes très balancés, typiques norvégiens. J'écoute pas mal de musique folk norvégienne, elle est très diversifiée évidemment, mais on y retrouve ces rythmes folk avec des mélodies qui font comme ça, vous savez, très balancées, très entraînantes, avec un côté presque un peu pastoral. D'ailleurs, Fenriz explique dans la version commentée qu'il s'est beaucoup inspiré du groupe de folk rock norvégien Folke, F-O-L-Q-U-E, qui est un peu ce serait un peu le Malicorne norvégien. C'est excellent, hein. Écoutez Malicorne, un jour on parlera de Malicorne, et écoutez Folke, les deux sont excellents. Là-dessus, Fenriz va poser son chant qui est très déclamatoire, très la 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 la. Il va suivre la base comme ça. Bon là je le fais extrêmement mal, hein. Là je le fais de manière très parodique, mais vous avez compris, le chant suit les mélodies, ou alors parfois s'en éloigne beaucoup et les survole, pour faire des airs qui sont presque plus du chant, mais des appels, on tonne du haut de la colline, du haut de la montagne, on fait tomber sa voix du haut des hauteurs, qui dégringole le long des pentes de conifères. Il y a quelque chose un peu comme ça, très, très évocateur, on a un esprit de grands espaces, c'est vaste, c'est ample. L'album, comme je vous le disais, fait une demi-heure, donc 20 minutes de folk metal, comme je vous le décris, et une demi-heure finale, une dizaine de minutes finales, qui repose sur la très longue piste Soulspawn Calice,
qui est du black typique, très sombre, hypnotique, avec du trémolo typique. On est sur du black norvégien typique à la Fenris en fait, même à la Darkthrone plus généralement, qui me fait un petit peu penser à Gorgoroth aussi. Et on a enfin une grosse piste bien punk qui s'appelle Total Death, la mort totale, n'est-ce pas? Très métal. Gros brûlot de punk de 2 minutes 30 qui déglingue tout pour finir l'album. Parfait. C'est parfait. C'est vraiment le second visage du folk metal. C'est pas le visage où on met des tonnes d'instruments, c'est celui où on joue les mélodies folkloriques directement sur les instruments métal. Du coup, on garde aussi un feeling très rock'n'roll. Très rock'n'roll Running Wild. Très rock'n'roll folklorique. Et Doom. Très très Doom. Le balancement qu'on entend est vraiment typique Doom. On rajoute aussi, il faut le noter, qu'il y a Monsieur Satyr, de Satyr Icon qui a été un compagnon d'armes de Fenris sur beaucoup de projets, je pense à Storm en particulier, qui est là, qui est présent, qui a pris la photo et qui... Il n'est pas crédité sur Metaloo, mais il me semble que Fenris a déclaré plusieurs fois que Satyr l'avait aidé aussi d'un point de vue musical. Donc parfait. Là, en 2 albums, je vous ai fait une rétrospective de folk metal, 2 points définition. L'excellence du folk metal, 2 points définition. Il existe de toute façon assez peu de choses bonnes à prendre en folk metal. Il faut être particulièrement élitiste, encore plus que dans le black metal de base. Donc vous prenez ces 2 choses-là, vous avez votre ancien et votre nouveau testament du folk metal. Et voilà, vous êtes servi. Sujet du jour, thématique de ce podcast, Dead Can Dance, les morts peuvent danser. Dead Can Dance est un groupe mythique dont le qualificatif n'est pas exagéré une seule seconde. Ce n'est pas un de ces groupes où on fait de l'élégie un petit peu facile, un peu rapide. C'est un groupe mythique, mais réellement mythique au sens propre du mot, hors de son temps et hors du temps. Vous connaissez tous Dead Can Dance, mais je vais quand même effectuer un petit rappel historique au cas où les gars viennent. Alors Brendan Perry et Lisa Gerrard. Brendan Perry était investi dans le groupe de punk anglais The Scavengers, que je connais au même titre que je connais Crysis, parce qu'à l'époque il y avait Tony Wakeford de Soul Invictus qui était dedans. Autant dire que je me fous de ce groupe, ce qui m'intéresse juste c'est que le punk a été le berceau de Dead Can Dance, comme pour beaucoup de groupes de cette époque-là qui étaient affiliés au post-punk, à la dark wave, à la cold wave, à toutes ces choses-là. Heavenly Voices, on y reviendra. Monsieur Brendan Perry, donc irlandais d'origine, relocalisé en Angleterre, va se relocaliser avec tout son groupe à Melbourne, en Australie, où il rencontrera Madame Lisa Gerrard, qui sera donc sa coéquipière et sa compagne pendant quelques années, australienne également originaire d'Irlande. Dead Can Dance est donc fondé en 81 à Melbourne, sur ces 2 seuls musiciens, tous les 2 multi-instrumentistes et tous les 2 chanteurs. C'est à se demander d'ailleurs quand on écoute leur musique, comment ils ont appris à jouer de tout ça et comment ils sont passés d'un punk, qui est une musique un peu simpliste dans la forme, à quelque chose d'aussi baroque. Ça, c'est un mystère qu'il reste à percer, qui a peut-être intérêt à rester un peu fermé, un peu clos. Ça entretient un peu le mythe, n'est-ce pas ? Dead Can Dance est un groupe extrêmement respecté, je ne vous apprends rien, qui s'est extrait du carcan de ce qu'on pourrait appeler les musiques de genre, et qui a acquis une forme de statut presque pontifical. Moi, c'est le mot qui m'est venu en écrivant, pontifical, ecclésiastique dans le monde de la musique. C'est un groupe qui s'est anobli en partant du post-punk au tout début, et qui a rejoint le panthéon de la musique, avec un M majuscule. C'est pour ça que je parle un petit peu de ces extraits du carcan de genre, sans mépris du tout de ma part pour les musiques de genre, hein, c'est ce que j'écoute le plus. Mais il faut avouer que Dead Can Dance
de mon point de vue, à mon sens, acquis un statut musical qui dépasse ce genre de classification. Il est à peu près impossible d'ailleurs de dire à quel point ce groupe a été influent. Ça a évidemment influencé le metal, mais pas que, ça a influencé le néo-folk, la cold wave, la dream pop, l'Heavenly Voices, jusqu'à ce que monsieur Ridley Scott décide de débaucher Lisa Gerrard pour faire les chants sur Gladiator. C'est quand même pas rien du tout. Aujourd'hui, on se concentre sur une trilogie d'albums, 3 albums qui sont mes préférés de Dead Can Dance. J'en profite pour glisser un petit mot à propos de ma méthodologie en ce qui va concerner les podcasts dédiés aux trilogies. Les trilogies seront une manière pour moi d'explorer un groupe. C'est une méthode que j'admets être partielle. Cette approche en fait me permet d'explorer au moins un pan de la carrière d'un groupe au travers de 3 albums importants, autant subjectivement qu'objectivement, de leur discographie. J'ai bien conscience que ce n'est pas du tout une méthode exhaustive, mais je trouve ça pratique et intéressant, parce que traditionnellement, on construit les réflexions de manière ternaire. Vous connaissez l'exemple très connu, thèse, antithèse, synthèse, qui est très scolaire, qu'on a tous éprouvé quand on était au lycée, et peut-être après pour certains. C'est une technique qui nous est à la fois naturelle, d'étudier les choses en 3 temps, mais qui est également héritée de la tradition dialectique qu'on appelle hegelienne, de monsieur Hegel, n'est-ce pas, qui ne l'a non pas inventée, mais comme il le dit lui-même, il l'a établie et formalisée en la relevant à de nombreuses reprises par le passé chez d'autres penseurs, dans les textes de beaucoup de philosophes, notamment antiques, et Kant aussi en particulier. Donc il n'est pas question de présenter les albums comme des arguments se réfutant les uns les autres, conformément à ce que formalise Hegel, mais plutôt de les voir se compléter, pour donner une espèce d'aperçu satisfaisant, et aussi juste que possible, d'un moment du groupe au regard de l'ensemble de la carrière. C'est un peu le principe macrocosme-microcosme, n'est-ce pas ? Les 3 albums choisis donc aujourd'hui, alors là pour le coup c'est plutôt un coup du destin, se suivent. Ce sont 3 albums consécutifs dans la carrière de Dead Can Dance. Ce sont aussi mes préférés. À préciser tout de même que Dead Can Dance fait partie de ces groupes qui ont en gros autant de périodes différentes que d'albums différents. C'est un groupe qui n'a jamais refait 2 fois le même disque. Et il se trouve qu'une des pas mal de périodes du groupe ne me parle pas du tout, ne m'intéresse pas du tout. Je me focalise donc sur ce qui m'intéresse, avec 3 albums très différents, et on commence tout de suite avec Within the Realms of a Dying Sun. Within the Realms of a Dying Sun est donc sorti en 87, c'est le 3e album du groupe, et il sort chez 4AD. Je vais parler un petit peu de 4AD rapidement, c'est une émanation du label très connu Beggar's Banquet, qui est une structure qui a été fondée 10 ans auparavant, dans le courant de la scène punk et de son éthique plutôt DIY. C'est un label qui va très fortement se distinguer en accompagnant la scène post-punk et dérivée. Ils auront entre autres signé Boos, ils ont eu Clans of Xymox, ils ont eu The Cult, ils ont eu Fields of the Nephilim, beaucoup d'albums du genre. Et leurs différentes filiales, dont 4AD, ont permis de diversifier encore plus leur signature. Within est un album extrêmement transitoire entre le post-punk et la dark wave néoclassique, qui a fait un petit peu le style emblématique du groupe. Sur cet album-là en particulier, la rupture est quasiment consommée, à quelques tout petits détails près. On est vraiment dans une nouvelle période musicale, on a quitté les 2 premiers albums qui sont encore assez post-punk, même si c'est un post-punk qui s'est un petit peu enrichi au fil du temps. On est réellement dans quelque chose d'autre, qui a quitté déjà on a quitté pour moi le carcan des musiques de genre. L'album de la transition un peu adolescente, c'est Spleen on Ideal, qui était juste avant. Within est un peu l'album première partie de vingtaine. On n'est plus ado, pas tout à fait adulte, on va dire. À noter que Spleen Ideal est sorti 2 ans auparavant, ce qui est peu, mais on parle d'une époque où les groupes enchaînaient bien plus rapidement les albums que de nos jours. Donc peu, pas peu, je laisse l'appréciation de ce temps de composition et d'enregistrement à ceux qui s'y connaissent plus que moi. On retrouve sur Within les atmosphères très gothiques, il faut en parler, le qualificatif gothique n'est pas du tout usurpé pour cet album-là. On peut le remettre un peu en question pour la suite, là c'est réellement gothique, c'est éthéré, c'est évanescent, porté avant tout sur et par les claviers, mais également les voix très claires, très pures du duo. Ce sont des voix très dégagées,
très, très sobre en fait, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer en écoutant rapidement Dead Can Dance. Les voix sont très sobres. On n'est plus du tout sur le fameux duo basse-batterie, très rythmé, typique du post-punk, où il y a une basse qui fait un rythme un peu dansant, triste, un peu... qui balance. Il y a un groove dans le post-punk, il y a quelque chose de très balançant, un peu lent, avec une tension de fond, mais qui est lent dans la forme. Là, on a quitté ça complètement. Ce n'est pas une musique de tension. Ici, tout est très romantique au sens antique du terme. Au sens antique, au sens 19e du terme, on va dire. Il y a quelque chose de très onirique, de très gracieux, de très délicat, de très alangui. Les ambiances sont très pleines. Pleines, mais nuancées en même temps. Je sais pas comment dire ça, l'homogénéité de l'album est extrêmement forte. C'est ce qui donne cette espèce d'impression de plénitude, de complétude, et pourtant c'est un album de clair-obscur, on va y revenir. Moi, cet album, quand je l'écoute, je pense tout de suite aux Contrées du rêve de Lovecraft, en particulier leur exploration que l'on voit dans la quête onirique de Cadet l'inconnu, quand on suit Randolph Carter à travers ses pérégrinations, ça me fait toujours penser à ça. On a des montagnes menaçantes et hantées, on a des temples étranges, des vieux cloîtres de monastères oubliés, des rivages ambassadeurs d'une légère pointe d'orientalisme parfois, un côté presque un peu exotique, en particulier sur la fin de l'album. La piste d'intro, Anywhere Out of This World, n'importe où en dehors de ce monde, est pour moi parfaite. C'est un de mes moments préférés de l'album, alors qu'on est qu'au tout début. L'album est court, il fait une grosse demi-heure de tête. Les 3 albums d'ailleurs dont je vais parler sont courts. À chaque fois, on n'excède jamais les 40 minutes. Ce qui est assez étonnant pour des albums atmosphériques, très atmosphériques. Mais ils sont de toute façon parfaits, donc il n'y a pas tellement de reproches à formuler. Ça a été conçu comme ça, c'est parfait. Anywhere donc est une piste pour moi qui est à peu près parfaite, tout en légèreté. C'est léger, c'est incitatif, parce qu'on a envie, rentre, viens voir ce qui se passe. Viens avec nous, viens voir ce qui se passe, viens voir ce qu'on a à te montrer. Mais en légèreté, pas en grande pompe. Elle incite à oublier ce qu'il y a autour de nous et à partir réellement, mais de manière charmante et très très aisée en fait. On ne force pas l'évasion. Contrairement par exemple à la fantaisie dont je parlais il y a quelques semaines, n'est-ce pas ? Il n'y a pas ce côté je t'attrape au col et je t'emmène dans un monde. Non, là c'est tout léger. C'est presque un petit parfum qui se dissémine dans la pièce, qui fait quitter un peu ce monde-là de manière presque un peu involontaire. On est attiré, on est charmé tout de suite. Il y a un côté sirène en fait, très sirène. Je disais donc, avant de m'égarer un petit peu, que tout dans cette piste est mystérieux évidemment, mais dissimulé. Il y a quelque chose de recueilli, il y a quelque chose de très retenu. Ce n'est jamais occulte pour autant. L'album est bâti comme ça. Tout participe d'un mystère immense, mais qui n'est jamais planqué. Il n'y a pas le côté, on est au fond d'une grotte avec pas de lumière. Non. Tout est sous le soleil, c'est du secret à ciel ouvert, lumineux, éclairé, révélé, et pourtant absolument hermétique, et qui n'a pas besoin de cosmétiques complexes. C'est pas du black metal par exemple, ou de l'ambiance qui se veut occulte. Encore que ce que je dis là va un peu en contradiction avec ce que je disais sur le premier podcast sur l'ambiance, mais bon... Je ferai sûrement une partie 2 sur l'ambiance pour affiner un peu ce que je disais. Toujours est-il que je sais pas si vous prenez un groupe de black metal à mystère type Acherontas, vous avez des tonnes de cosmétiques qui entourent le mystère. Là, vous n'en avez pas. Là, c'est très pur. Le mystère se dévoile, il a pas besoin de se planquer, il sait très bien qu'il est un mystère. Il a pas besoin d'en faire des tonnes. Tout est très simple, très évident. Il n'y a rien, même musicalement, qui soit particulièrement alambiqué ou de tordu. Les pistes se bâtissent beaucoup sur des loops, en fait, des boucles. La répétition est admise volontiers et utilisée de manière assez brillante. On crée des harmonies qui pourraient durer des heures et des heures et des heures, qu'on ne s'en lasserait pas. Vous écoutez justement, ne serait-ce que Anywhere, tout est boucle. La plupart des pistes sont bâties sur, au début, une mélodie qui va se répéter en boucle, être nuancée au fil du temps, mais qui est toujours présente. C'est ce que j'appelle, moi, depuis des années et des années, l'effet Burzum. Alors, Burzum est bien sûr très ultérieur à Dead Can Dance, mais c'est réellement ça. C'est cette capacité que possèdent certains groupes, et pas d'autres, de ne jamais lasser, en utilisant la répétition comme un élément de progression de la chanson. Et c'est ce que tentent de faire, en fait, beaucoup de groupes, mais très peu y arrivent. Chez Burzum, c'est extrêmement clair et éclatant, la répétition est tellement simpliste qu'on ne perçoit que ça. Mais c'est un phénomène que j'ai baptisé comme ça et que je peux appliquer à beaucoup de groupes. Dans le même genre, je mets sur Dead Can Dance ce que j'appelle aussi l'effet Emperor, qui est... L'effet Emperor, c'est ce que m'a toujours fait comme effet In the Nightshade Eclipse de Emperor, cette espèce de sentiment que la musique du groupe
donne un tout petit aperçu, minuscule aperçu, un extrait, de n'avoir une petite parcelle d'un univers immense que connaît le groupe, qu'il dévoile en musique. On a l'impression que la musique qu'il déploie, un album, ne touche pas les limites de leur univers. Ce ne sont même pas des albums univers qui renferment un univers, ce sont des albums qui ouvrent une petite fenêtre sur un univers que l'on perçoit de manière très prégnante, très forte, très intense, très spontanée, comme étant bien plus grand que ce que la musique donne à voir. Ça peut paraître un petit peu, un peu évanescent ce que je dis, mais réellement moi c'est comme ça que je le ressens. Quand j'écoute Emperor, Dead Can Dance et aussi d'autres artistes, j'ai l'impression qu'ils ouvrent une petite fenêtre, une petite lucarne sur un univers immense, extrêmement complexe, et qu'ils la referment à la fin de l'album. Et qu'on ne peut percevoir qu'à travers un angle précis qui donne à voir, mais que derrière l'angle de cette fenêtre, les limitations de cette fenêtre, il y a encore des milliards de choses à voir. Dead Can Dance me donne vraiment cette impression-là, de manière très très forte aussi. Le côté néoclassique de l'album, c'est pas néoclassique, sur mon papier là sous mes yeux, j'ai mis néoclassique avec trois rations de guillemets, parce que c'est un peu ça, c'est néoclassique, mais c'est pas néoclassique au sens où on l'entend souvent un peu pompeux. C'est pas du néoclassique qui essaie de faire du néo-Wagner, quoi. C'est du néoclassique dans le sens classique avec un C majuscule, j'y reviendrai un petit peu après. Donc ce côté est bien présent, puisque les instruments sont tous... il y a beaucoup de claviers, mais il y a aussi des structures, des instruments qui font réellement penser à la musique savante. Et moi, je pense parfois à des ambiances à la Grieg, à la Edvard Grieg, et en particulier le Hall du Roi de la Montagne, que vous connaissez tous. Il y a quelque chose parfois qui sonne comme ça, en particulier sur Anywhere Out of This World. Alors bon, là je viens de faire 10 minutes sur une seule chanson, on va accélérer un petit peu quand même. L'album est construit de telle façon à ce que Brendan Perry, donc le monsieur, monopolise entièrement le chant en début de disque. On n'entend pas Lisa sur le début. Et le rapport s'inverse à partir du milieu de l'album d'ailleurs. Ses vocalises sont toujours extrêmement justes, très pures, alanguies, mais pas languissantes. C'est des vocalises qui sont assez étirées, comme ça, avec beaucoup d'émotion, mais c'est pas du tire-larme. Il y a un peu de pathos, mais c'est pas un pathos défondré, c'est pas un pathos larmoyant. C'est pas de la lamentation en fait. On exprime des choses dramatiques, mais toujours de manière très digne, très, très relevée, sans jamais s'effondrer. Je parle souvent de ce type d'émotion dans mes podcasts. Dead Can Dance fait partie des groupes qui m'ont aidé à mettre des mots sur ce ressenti que j'ai sur beaucoup d'albums et sur beaucoup de livres. Perry l'illustre parfaitement, vraiment parfaitement. C'est pas épanché en fait, il n'y a pas d'excès. À partir de la piste Xavier, Lisa commence tout doucement à apparaître, sur des chœurs au début. Brendan garde le monopole. Et dès la piste suivante, c'est l'inverse. Brendan disparaît complètement, c'est Lisa qui prend toute la suite. Lisa, voix extrêmement puissante, impérieuse mais sans forcer, c'est pas une voix opératique, c'est plus angélique. Il y a une espèce de douceur, mais pas du tout de fragilité, c'est une voix qui est fine, qui est douce, qui est puissante mais pas écrasante, qui dégage une force terrible, mais terrible, c'est une voix de prophétesse, hein. C'est réellement une voix de prophétesse qui a pas besoin de tonner, qui a pas besoin de faire résonner à travers toute la terre, c'est une voix qui se révèle tout doucement, comme ça, dans un contexte fait pour elle, taillé pour sa voix, et qui a juste besoin de ça, qui se suffit à elle-même pour être immense en fait. Les harmonies utilisées, les mélodies utilisées sont extrêmement simples, hein. Plus j'écoute l'album, plus je me rends compte qu'il y a une simplicité consacrée dans cet album. Il y a quelque chose d'évident, qui se révèle de manière non pas trop généreuse, c'est pas paf, tout est livré sous le nez de manière un petit peu ostentatoire, de manière un petit peu impudique, mais tout est là. Tout est là, il y a juste à tendre l'oreille pour entendre. C'est une musique, quand on écoute Dead Can Dance, on pourrait volontiers se dire « Oh là, je vais écouter un disque un peu compliqué, il faut que je me concentre. » Non, il n'y a pas besoin en fait. Il y a une complexité, mais qui a été tellement travaillée, qui est tellement cohérente et qui révèle quelque chose de très profond, mais de tellement travaillé, de tellement compris que ça en devient très simple, que cette complexité se révèle sans problème. C'est une complexité qu'on saisit, que l'on saisit réellement, et qui agit en fait. C'est une complexité qui est agissante. Il faut juste baisser la garde. Quand on écoute Dead Can Dance, il faut baisser la garde, contrairement à ce qu'on aurait un petit peu envie de faire de but en blanc, je pense. Lisa utilise souvent des trémolos de voix, chose que j'ai du mal à supporter pour les voix de femmes, en particulier là sur Dawn of the Iconoclast. Mais dans ce cas-là, ça passe extrêmement bien, ce sont des trémolos qui sont très maîtrisés, qui sont pas trop démonstratifs. Je vais prendre un exemple très cliché, hein. C'est pas des trémolos à la Tarja Turunen de Nightwish, c'est des trémolos qui sont très épurés,
très livrés comme ça, qui n'ont pas besoin d'alterner en faisant des comme ça, c'est pas des bends qui se font en continu sur sa voix, c'est simple, encore une fois, c'est simple et c'est sobre. Comme je l'expliquais, elle remplace complètement Brendan sur la seconde partie de l'album, qui est donc un album très paritaire, n'est-ce pas ? Un album qui est vraiment en clair-obscur et pas seulement dû à l'alternance des voix d'un morceau à l'autre, c'est une ambiance qui reste extrêmement homogène à l'intérieur même des morceaux, et pourtant, le clair-obscur se révèle. On n'a pas de passage très sombre et de passage très clair dans le même morceau. Tout se fait par petites nuances, par petites tâches successives, qui s'incluent les unes les autres, sans qu'on ait noir, blanc, c'est quelque chose de bien plus tamisé que ça. C'est un clair-obscur qui est déjà mélangé, qui ne se fait pas sur la feuille, mais qui est déjà fait. C'est une teinte qui s'applique, qui est déjà mélangée en elle-même. Le sommet de l'album, pour moi, est la piste Summoning of the Muse, qui est parfaite. Alors ça c'est un sommet musical, c'est séraphique. Encore un mot qui se la touche un peu, hein, mais c'est le mot qui me revient à chaque fois que j'écoute cette piste, c'est séraphique. Il y a quelque chose de l'ange parfait, de l'ange grandiose. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est lumineux et douloureux à la fois, c'est émouvant au-delà des mots cette piste, c'est splendide, basé encore une fois sur une mélodie très simple. Ça fait partie de ces pistes qui sont même bâties sur des mélodies qui vous sont déjà connues, des mélodies tellement évidentes et simples qu'on les a déjà entendues ailleurs, mais qui sont magnifiées et utilisées de manière tellement unique dans une piste, et tellement adroite, tellement pertinente, on en fait quelque chose de tellement immense qu'on se fout complètement qu'elles soient déjà utilisées. En fait, même si elles ont été utilisées avant et après, elles sont ici tellement magnifiées, tellement consacrées, qu'elles en deviennent archétypales en fait. Je peux écouter la même mélodie dans un disque qui date de 10 ans avant Within the Realms, je me dis, ah tiens, cette mélodie sonne comme dans Within the Realms, et non pas l'inverse. Donc elles sont tellement ciselées et abouties dans cette piste-là. Cette mélodie est tellement aboutie dans cette piste-là qu'elle en devient l'archétype de cette mélodie utilisée dans d'autres chansons avant ou après en fait. Je sais pas si je retrouve cette mélodie dans du Miles Davis des années avant Dead Can Dance, dans ma tête ce sera toujours après en fait, parce que Dead Can Dance l'a fait de manière tellement parfaite que tout le reste devient que exemple, même si c'était avant. Voilà ce que j'avais à vous dire sur Within the Realms, qui est, alors moi je le dis, c'est mon album préféré de Dead Can Dance, celui que j'écoute le plus souvent, et je l'écoute très souvent. C'est un album qui est dans mon top 20 d'albums préférés, hein, sans aucun problème, c'est un album qui est nécessaire, et qui parlera à peu près à tout le monde. C'est émouvant au-delà des styles, encore une fois, au-delà de tout ce que je peux dire comme qualificatif, c'est un album qui est simplement beau et musical, quoi. Y a rien à dire de plus dessus, quelle que soit votre chapelle musicale, que vous aimiez ou non la musique, il faut écouter ça. La clôture de l'album se fait dans une espèce de douceur un peu nacrée avec Perséphone, qui achève une fresque. Alors j'avais fait une chronique sur cet album sur Trash Hardcore, j'avais parlé de fresque crépusculaire, c'est vraiment ça. Je sais que c'est cliché comme formule, hein, mais c'est réellement ça. Cet album est une fresque et il est crépusculaire. On peut peser ces deux mots séparément, les analyser séparément, voir à quel point ils correspondent à cet album, les mettre ensemble, voir l'alchimie qu'ils dégagent une fois mis ensemble, on compare à l'album, c'est ça, c'est une fresque crépusculaire. Sans défaut, sans bavure, parfait, extrêmement élégant, sans être jamais démonstratif ou tape à l'œil, et donc en cela gardien d'une forme de simplicité en fait, je l'ai beaucoup dit, mais malgré tout, une simplicité belle, émouvante, et jamais dans le tire-larme. C'est jamais dans le tire-larme, c'est jamais du je t'arrache l'émotion un petit peu au crochet. C'est parfait. L'album, je ne comprends pas ce qu'on peut lui reprocher à cet album, et moi je n'ai jamais rien eu à lui reprocher. Voilà, album splendide, c'est comme ça. Homogène, comme je le disais, mais pas du tout dénué de... C'est pas parce que c'est homogène que c'est monolithique. L'album se tient, il est cohérent en lui-même, mais il a des variations, ne serait-ce que d'ambiance. Vous prenez Kantara, vous avez quelque chose d'assez... j'en parlais un petit peu au début de ce premier volet de la trilogie, mais d'assez orientalisant. Vous avez quelque chose qui sonne un petit peu... Bon, je vais pas m'essayer à décrire précisément, j'y connais rien en musique orientale, hein, mais il y a quelque chose de vraiment orientalisant, exotique,
Bon, formule cliché aussi, hein, mais les mystères de l'Orient. Il y a quelque chose un peu dans ce goût-là, et moi ça me rappelle dans les pérégrinations de Randolph Carter, ça me rappelle le moment où il est au port, il attend les vaisseaux noirs, sans savoir qui sont les marins de ces vaisseaux noirs. Ce type d'orientalisme un peu fantasmé. Et toujours, pas cliché en fait, jamais cliché, évidemment, c'est Dead Can Dance, ils vont jamais s'abaisser à ça, mais jamais cliché, voilà. On va passer à l'album suivant, Serpent's Egg, que vous connaissez forcément, puisque c'est l'album le plus connu de Dead Can Dance. C'est un petit peu leur album testament, même si le groupe existe encore, hein. C'est leur album canonique, leur album coryphée, c'est un petit peu ça. Sorti en 88, même label, qui continue la logique de l'album précédent. Si Within était la version romantique et gothique de voyage onirique, de pérégrination, avec une impression de mouvement, on sentait une progression dans l'album, Serpent n'est plus une évocation mythique, c'est le mythe lui-même. C'est le mythe incarné, personnifié, archétypal. C'est un album que je qualifie assez volontiers d'aristocratique, et même, pour utiliser un mot qui se la pète, de pantocratique. Vous irez voir ce que veut dire pantocratique sur internet si vous ne savez pas. Pantocratique et aristocratique et noble, mais toujours pas prétentieux ni pompeux. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Le groupe, ça serait s'abaisser de la part du groupe de faire quelque chose de prétentieux. Dead Can Dance n'est jamais prétentieux. Ils ont pas besoin de ça. Serpent donne ce même sentiment que l'on peut avoir si vous allez au Louvre devant une statue antique gigantesque. Une forme de sévérité généreuse, paradoxalement, et tellement authentique qu'elle en devient manifeste et évidente. Au-delà en fait de toute volonté de sophistication triviale, on ne cherche pas à faire compliqué, c'est éternel et intouchable, point. C'est simplement ça. Cette idée de « je vous révèle la beauté de la manière la plus pure qui soit », sans jamais faire dans l'expédient, sans jamais faire dans la démonstration. C'est là, c'est plus grand que vous, c'est plus grand qu'à peu près tout ce que vous trouverez à côté. Voilà, faites ce que vous voulez. Enfin, vous allez au Louvre, vous regardez la victoire de Samothrace. Ensuite, si vous allez à Beaubourg, tout vous paraît un petit peu surfait, fade et faux en fait, presque faux. Cet album, c'est l'application parfaite de la maxime de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry disait « La perfection, ce n'est pas quand il n'y a rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à enlever ». Le disque dégage une aura de classicisme réel, de déjà consacré, avant même d'être éprouvé par les années. C'est pas classique au sens culte, même si ça l'est, mais c'est classique au sens qui révèle de l'esthétique et de l'esprit des arts dits classiques, des arts antiques. Je me demande même si on se trouve encore dans la musique dite populaire devant cet album. Je ne pense pas. Si celui d'avant constituait une forme d'errance dans les terres oniriques de Lovecraft, pour moi, ici on est passé dans le marbre. Là c'est le grave, la gravité, la solennité, l'élevé. On n'est plus un pèlerin dans cet album-là, contrairement à l'album d'avant. On marche déjà dans les Champs-Élysées mythiques. L'album commence par Host of Seraphim, qui est la chanson la plus connue de Dead Can Dance, et qui est... c'est un miracle, hein, cette chanson, elle est splendide, elle est harmonieuse, au-delà de n'importe quelle description. Elle est construite sur un modèle qui m'évoque une rotation, une espèce de spirale ascendante, de plus en plus lumineuse, une espèce de montée vers une lumière absolue, qui évoque cette gravure très connue de Gustave Doré qui a servi à illustrer la Divine Comédie de Dante. Vous savez, où on voit Virgile et Dante, toute petite silhouette, devant une espèce de spirale d'anges comme ça avec leurs ailes, la spirale étant une espèce de tunnel céleste vers une immense lumière au fond. Je pense que vous connaissez cette illustration qui est très connue. Le chant de Lisa fait se sentir minuscule, mais minuscule devant ces plaintes et ces harmonies de pitié, de flaminique en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est presque une Cassandre en fait, la Lisa. C'est presque Cassandre, la Cassandre de Troie. Et encore une fois, même si elle a un chant qui s'est un petit peu épaissi, qui est gagné un petit peu en intensité, en grain peut-être, en texture, on sent un peu plus les étages de sa voix.
c'est toujours jamais forcé, c'est toujours jamais dans du show-off, c'est jamais de la démonstration et de l'étalage de talent. Jamais, jamais, jamais. Tout l'album respire encore une fois le sacré, mais le sacré, c'est même pas des... On n'est plus devant des émanations du sacré, on est devant le sacré. C'est comme si on se trouvait devant un temple où se célébrerait une espèce de culte éternel. Non pas des rituels sauvages, spontanés, particuliers, mais le pur rite, essentiel, unique, transmis, hérité et célébré dans sa pérennité. Je parlerai un peu de ma théorie sur cet album un peu après, pour l'instant je m'en tiens à la musique. On est toujours dans les purs. Là je cite la chanson Severance, extrêmement délicate, qui repose sur la voix de Brendan, qui pour une fois s'autorise un peu à aller dans l'alanguissement un peu plus déclamatoire peut-être, il y a aussi des murmures en fond. Là on est plus dans l'émotion, c'est un contrepoint au reste du disque, puisqu'on est dans l'émotion un petit peu plus manifestée, un peu plus exprimée de manière franche, peut-être plus humaine. Brendan dans ce disque a un rôle particulier, j'en parlerai après. Ces notes en tout cas, les notes qu'il tient, moi me donnent toujours des frissons, puisqu'elles sont très longues, elles sont tenues et elles répondent aux instruments qui sont au fond, qui eux aussi font des notes longues, feutrées, maintenues, qui tiennent non pas en tension, mais qui constituent une espèce de, je sais pas, d'arc en fond de chanson, qui maintiennent le tout, qui maintiennent la voûte. C'est un album qui peut faire penser à des voûtes gothiques, d'un point de vue de la manière dont les mélodies sont construites. On peut penser vraiment à une espèce de voûte gothique. Dans tout l'album, alors là je parle un peu de ma théorie sur l'album, parce que pour moi ça se manifeste à chaque fois que je l'écoute. Pour moi dans tout l'album, Lisa, donc Madame Lisa Gerrard, incarne l'ailleurs en fait. Elle incarne l'au-delà. Ses voix, ses interventions manifestent l'au-delà. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Ce qu'on appelle dans les formulations chrétiennes des puissances d'en haut. Comme vous pouvez l'entendre à la messe, par exemple, ou des choses comme ça. Si vous voulez faire plus simple, dites-vous que pour moi, Lisa, elle incarne un peu le cœur des anges, les héros de l'au-delà, en fait. Les héros des cieux, quoi. Quelle que soit la manière dont on détaille les cieux en question. Et Brendan incarne l'homme qui est passé de l'autre côté, qui vient de mourir et qui rencontre et contemple ce que Machen appelait les splendeurs au-delà du monde. Brendan, c'est l'homme qui qui est confronté au divin après sa mort, et Lisa, c'est le divin qui apparaît et se dévoile à lui. C'est ma clé de lecture du disque, hein, elle vaut ce qu'elle vaut. Vous connaissez ceux qui me suivent régulièrement connaissent mes inclinaisons et mon penchant à avoir une clé de lecture assez spirituelle des disques qui s'y prêtent. Là clairement, de toute façon, Dead Can Dance, les 3 albums dont je parle, c'est tout, c'est évidemment qu'ils sont spirituels, ils sont faits pour ça, de manière explicite, implicite, Dead Can Dance est une formation musicale, on ne peut plus spirituelle, même, c'est tellement évident que j'arrive pas à le décrire en fait. Enfin, les vocalistes de Brendan, donc, pour incarner ce point de vue plus humain, sont justement plus humaines, plus incarnées, incorporées peut-être. On sent la chair derrière, ce qui n'est pas du tout le cas de Lisa. Chez Brendan, on sent les cordes vocales, on sent les tendons, pas chez Lisa du tout. Il y a même des moments où c'est presque un peu référencé dans quand chante Brendan, on pourrait se dire, ah tiens, ça pourrait coller sur un disque de machin. Presque un peu... Allez, à la limite du jazz parfois chez Brendan, je sais pas, c'est ce que ça m'évoque. Ça crée en tout cas un lien avec la terre, ça nous rappelle nous, en tant qu'auditeurs qui écoutons ces albums qui se veulent ambassadeurs du spirituel, du sacré. Et Lisa, c'est le sacré dans cet album. Je cite en particulier là Chant of the Paladin, qui est une piste assez particulière Alors, il y a 2 pistes assez particulières à mon sens dans cet album. La première étant Shaft on the Paladin, qui marque, après des pistes extrêmement fluides et liées en elles-mêmes, extrêmement homogènes, quelque chose de plus ritualiste. Le rythme est très marqué, assez hypnotique, balancé, et on a des glossolalie. Alors, la glossolalie, ce qu'on appelle aussi le chant en langue dans différentes religions, différents cultes, c'est un phénomène qui arrive lors des prières, une prière entre guillemets intense,
une adoration souvent, que ce soit chez les chrétiens, les musulmans, même des cultes qui ne sont pas abrahamiques. Voilà, c'est un moment où la personne qui prie vit une forme de transe et a des mots qui lui viennent, des vocalises qui lui viennent, des paroles qui lui viennent dans une langue qui n'est pas une langue terrestre. C'est une espèce de pas de prophétie, hein, mais des mots qui ne veulent rien dire strictement dans les langues humaines, avec souvent des intonations et des sonorités assez particulières que l'on reconnaît, qui sont en fait assez marquées d'un culte à l'autre, assez proches, assez rapprochables, et qui seraient en fait les langues les langues célestes en fait. C'est un phénomène assez puissant, et de l'aveu même de Brendan Perry et de Lisa Gerrard, c'est ce qu'ils ont voulu mettre en scène, c'est ce qu'ils ont voulu utiliser comme vocalise dans plusieurs de leurs albums, et en particulier cette piste-là. Sans s'arrêter, je vais pas m'arrêter sur absolument toutes les pistes de l'album, hein, sinon j'en aurais pour une plombe, mais à la manière de celui auquel il succède, l'album est extrêmement cohérent et homogène, mais plus encore. Et pourtant il est varié, hein. C'est ça qui est fou, c'est que le groupe arrive à faire des disques variés, entre eux et à l'intérieur d'eux-mêmes, mais toujours extrêmement cohérents, qui se tiennent, qui ont des personnalités très marquées, qui ont des couleurs assez unies finalement, des couleurs contrastées dans leurs pigments, mais unies en elles-mêmes, qui sont reconnaissables, très identifiables en fait. Si vous écoutez ces 3 albums, vous y repensez ensuite, dans votre tête, vous aurez 3 taches de couleurs différentes, variées, mais tenues, qui évoquent des choses précises pour chacun d'entre eux. Cet album, qui semble évoquer des régions mythologiques, des cultes particuliers, le fait en fait de manière universaliste, de manière universalisante, j'ai envie de dire. Bon là je vais partir encore un peu dans une théorie un peu personnelle, mais comment expliquer ça ? L'album emprunte à des particularismes culturels et religieux, chrétiens, orientaux, helléniques et même tribaux, hein. Vous écoutez Mother Tongue, qui est l'autre piste un petit peu particulière de l'album, qui est une espèce de mélopée, d'appel un peu tribal, de quelque chose d'un peu primitif, très primordial, qui utilise aussi des glossolalie d'ailleurs. On entend que le groupe convoque beaucoup de religions, de particularismes différents dans sa musique, mais l'appui sur ces différenciations ne se fait jamais de manière trop prononcée, réductrice ou sécularisante. On prend des teintes, les chansons prennent des teintes de ces religions, cultes, cultures différentes, mais en les assemblant, en les rassemblant autour d'une unité transcendante. Bon, évidemment, il y a bien un moment où il faut que je ramène un peu ma mystique, mais tout l'album me rappelle le concept de centre éternel, de centre spirituel commun et transcendant, d'où émanent toutes les différentes religions, tous les différents cultes, comme des aspects ou des incarnations de ce centre. C'est un concept, le concept du centre spirituel, d'où... imaginez une roue, vous avez le centre de la roue, et les rayons sont les différentes interprétations, les différentes émanations de ce centre. C'est un concept qui est très ancien, que l'on retrouve dans à peu près toutes les cultures antiques, chez pas mal de philosophes grecs, en particulier Pythagore, dans la scolastique médiévale, chez Plotin également, chez les mystiques du Rhin, Hildegard de Bingen, Maître Eckhart, et plus récemment des penseurs comme Mircea Eliade. Toute religion, tout culte, pour résumer cette théorie encore une fois de manière aussi simple que possible, procède d'une seule source extra-humaine, et c'est incarné sur Terre selon différentes formes. Toute religion est donc en fait une interprétation, une continuité, un héritage de ce centre spirituel commun. Et je n'ai pas trouvé d'interview de Gerrard ou Perry qui confirme ou infirme ce sentiment que j'ai par rapport à cet album, qui est que cet album serait une expression de cette doctrine, de cette idée.
Et au fond, je me fous un petit peu que ça soit confirmé ou infirmé par eux, hein. Je n'essaie pas de coller... mon interprétation n'engage que moi, mais c'est en tout cas ce que m'évoque ce disque à chaque fois que je l'écoute. On parle des différentes... et on fait chanter les différentes cultures, les différents cultes, les différentes religions. Mais en cela, quels sont les subordonnés d'un pilier unique et commun. Je m'arrête là pour cet album. C'est, à mon avis, l'album le plus abouti d'un point de vue purement artistique et musical de Dead Can Dance. Comme je l'ai dit, c'est l'album canonique, hein, et qui lui aussi est sans défaut, absolument sans défaut. Si vous devez commencer quelque part, commencez là. Commencez ici. Quand on dit Dead Can Dance, on pense avant tout à cet album-là, je pense. On pense avant tout à cet aspect de leur musique, à ce moment-là de leur carrière. Et pour moi, c'est le moment où le duo a été à son paroxysme musical. Je passe au dernier album de cette trilogie, Ion, sorti en 90. Pas mal de changements. Ion est un album qui va beaucoup faire contraste par rapport au précédent. On est sur de la musique médiévale réinterprétée, de manière fidèle, en y ajoutant des petites touches un peu personnelles et plus modernes, évidemment. L'album, d'ailleurs, comporte 3 pièces de musique authentiquement ancienne, qui sont Saltarello, le Song of Sibyl, qui est très connu, et le Fortune Presents a Gift Not According to the Book. Oh là là, quel bel accent. On est en pleine plongée dans un Moyen-Âge tardif, le bas Moyen-Âge, Moyen-Âge tardif, comme on dit. Alors, si on utilise ces mots-là, on va se faire engueuler par Jacques Hiers et Georges Duby, mais bon, il faut bien avoir des taxonomies un petit peu. On est donc entre un Moyen-Âge de la fin, donc 14e, 15e, et ce qu'on appelle très abusivement le début de la Renaissance. Et je vous renvoie encore une fois à Jacques Hiers et à aussi Le Goff, pour explorer un petit peu plus la thématique de la conception de la Renaissance, en fait, l'invention de la Renaissance. C'est l'album le plus baroque, je dirais, de Dead Can Dance, dans les trois dont je parle, le plus foisonnant, le plus enlevé aussi. Il est moins monolithique, il est moins toujours homogène, mais beaucoup moins. Il se tient, mais il a beaucoup plus, il est plus large peut-être, il a plus de variations internes. Il a parfois des rythmiques qui sont carrément enjouées, c'est l'album le plus rythmique des 3 dont je parle. Et les thématiques sont très eschatologiques. On est dans la fin du monde, la danse macabre, avec ce ton pris pour parler de la danse macabre typique du Moyen-Âge. Dansons vite avant de s'éteindre, en fait, puisque la peste est là. Il y a quelque chose de l'ordre de la peste présent partout dans cet album. Il y a beaucoup d'instruments dans cet album, beaucoup d'instruments qui sonnent différemment. Les ambiances sont très variées, très marquées surtout, moins recueillies, moins austères. Comme le veut la couverture, hein, évidemment, et comme le dit le groupe en interview, l'album est très Bosch, Hieronymus Bosch, il est boschien. On a cette même ambiance de gigue de fin du monde, la dernière danse avant de mourir, en fait. C'est même guilleret par moments, il y a des pistes qui sont carrément guillerettes, qui sonneraient presque joyeuses. Il y a des pistes, en fait, qui sont des danses, hein, qui sont réellement des danses, mais qui comportent toujours une forme de gravité, de tension, de dissonance, presque d'ironie sous-jacente, planquée quelque part, qui met un peu mal à l'aise, malgré les apparences plus légères. On a assez souvent des mélodies de cordes, très marquées, mid, voire up-tempo parfois, des percussions aussi, qui incitent à bouger un petit peu, à quelque chose un peu corporel un peu. Une ligne instrumentale un peu directe, très perceptible tout de suite, avec au fond, pour soutenir des nappes de clavier ou de vielle à roue qui vont donner ce côté un peu plus languissant. On a un contraste entre des notes très tenues, parfois un peu grinçantes, et des instruments plus guillerets qui vont créer quelque chose de plus dansant, de plus immédiat dessus, sur la première couche, on va dire, au premier plan. L'album a quelque chose de presque exultant parfois, on exulte presque, c'est plus humain. On n'est plus du tout directement dans les cieux là, on est plus du tout dans quelque chose de purement spirituel, enfin si, de spirituel, mais pas de mystique. On regarde la fin du monde, toute proche, que l'on sent venir avec la peste ou autre catastrophe eschatologique, mais depuis une perspective qui est humaine, c'est un album de regard humain. L'album, à mon avis, a été très influent sur des groupes tels que Rosa Crux
ou Hera. Et là, malheureusement, j'ai parlé de 2 groupes français. Et je précise que Hera, c'est nul, et Rosa Crux, c'est faussement bien. Donc bon, l'album a eu une descendance aussi un peu plus heureuse, je pourrais en parler, mais j'ai décidé de mettre un taquet à ces 2 groupes, parce que je les aime pas, et ça m'énerve qu'ils soient français, donc voilà. Mais c'est un album qui a autant, Wisin et Realms ont eu une influence sur des groupes qui se veulent très spirituels, qui ont fait du Only Voices, autant à mon avis, Ion a inspiré une autre branche de groupe, bon je vais dire un truc qui va pas plaire, mais à mon avis, l'album On danse, mais un peu grinçant de fin du monde médiéval, a pu inspirer des groupes comme Peste Noire, je pense. Dans ses premiers méfaits, je serais pas étonné, ou des groupes du genre. Je pense que c'est l'album le plus historique du groupe, dans le sens reproduction historique, qui se veut très proche de la musique médiévale réelle, avec évidemment des ajouts en plus, mais on est quand même très loin de l'ethereal, ou de l'ambiance, ou de la dark wave, ou même du tribal réimaginé. On est vraiment beaucoup plus proche d'une musique historique telle qu'elle a été faite à l'époque. C'est aussi le dernier album du groupe où Lisa et Brendan composent ensemble, dans la même pièce. Suite à cela, il s'était installé en Angleterre. Lui vint s'installer en Irlande, et Brendan va en Irlande. Il retourne chez lui, et Lisa part en Australie, qui lui manque beaucoup, où elle se marie et elle a plusieurs enfants. Donc leur couple n'existe plus, ils sont juste des collaborateurs de musique. Et tous les albums suivants seront donc enregistrés dans un lieu bien précis, puisque Brendan Perry a racheté en Irlande une vieille chapelle qu'il a retravaillée en studio d'enregistrement. D'ailleurs, le lieu est magnifique, vous irez voir ça. Et à partir de maintenant, ils composent donc chacun de leur côté, se réunissent chez Brendan pour enregistrer, sauf pour l'album qui est sorti en 2018, qui a été enregistré, masterisé, mixé dans un autre studio. Ce ne sont pas forcément des informations qui sont cruciales, mais c'est intéressant de voir un petit peu comment le groupe décide de composer. Peut-être d'ailleurs que ça a eu un lien avec la suite de leur carrière, qui est partie, pour ceux qui ne le savent pas, dans un truc beaucoup plus tribal, beaucoup plus ethnique, plus world music, voilà, musique du monde, et qui donc moi me plaît beaucoup moins. Pour finir sur Ion, c'est un album qui est, je pense, plus difficile d'accès que les 2 précédents, puisqu'il est moins... forcément, si on fait de la musique médiévale européenne, on se rapproche de la Terre, et si on se rapproche de la Terre, on peut moins plaire aussi, on a quelque chose de moins transcendant, de moins unificateur, de moins univers. On peut tous regarder vers le ciel, mais on part tous d'un coin de la Terre qui est différent. Et là, on parle d'un coin de la Terre bien précis, à une époque bien précise. Et beaucoup de gens n'aiment pas la musique médiévale, ça se comprend tout à fait. Moi, j'adore ça, donc évidemment, cet album fait partie de mes albums de chevet. J'en profite pour ajouter d'ailleurs, c'est le premier du groupe qui a commencé à me parler. C'est le premier du groupe que j'ai écouté et qui m'a réellement plu. La musique de cet album pourrait très bien être une bande-son de film, je trouve. Elle est assez démonstrative, plus explicite, on pourrait dire. Elle a plus d'aspérité, plus je sais pas comment on pourrait dire ça. Mais ouais, elle est moins directement spirituelle quand même. Elle est un peu plus illustrative, peut-être. C'est une musique qui évoque des images, qui évoque des scènes de films. Vous pouvez la coller, je pense, sur un film comme Le 7ème saut de Bergman ou un truc comme ça, ça irait assez bien. Ne commencez peut-être pas par là, sauf si vous aimez la musique médiévale. Mais à peu près tout le monde peut avoir une sensibilité aux albums d'avant, celui-là c'est plus compliqué. C'est génial, mais c'est un peu plus niche, peut-être. Voici pour cette trilogie, je m'arrête ici. 3 albums donc de Dead Can Dance, ce qui me parle le plus. On pourrait dire que c'est le gothique, le mythique et le médiéval eschatologique. On pourrait parler de ces 3 aspects-là du groupe. Ces 3 incarnations d'une formation musicale qui a fait bien plus que cela, dont, comme je vous le disais, mais dont la suite me parle plus du tout. A noter que le groupe tourne toujours, le groupe existe encore, même s'ils ont bien vieilli, Lisa et Brendan. Lisa a énormément perdu de sa voix, et ça c'est très dommage. Brendan est toujours au taquet, il assure toujours parfaitement. Lisa c'est plus compliqué, il y a des vidéos de ses concerts récents où elle est fausse, elle chante vraiment faux. Et c'est dommage. C'est dommage. Après, moi c'est pas du tout un groupe, il passe à Paris là bientôt, ça sera sûrement reporté, mais j'irai quand même, ce serait con de pas y aller. Mais c'est pas un groupe que j'ai spécialement envie de voir en live. J'irai pour me dire j'y suis allé, pour voir aussi les 2 musiciens sur scène.
mais ce n'est pas un groupe que je tiens absolument à voir en live en soi. Ça me fascine pas plus que ça, c'est un groupe qu'il faut découvrir absolument, hein, ne passez pas à côté, mais allez-y sur album. Ils ont fait des lives, quelques albums live, commencez réellement par un de ces 3 disques-là, à mon avis. À moins que vous soyez très branché world music, commencez par un de ces 3 albums-là, si vous préférez le post-punk, allez sur les 2 premiers albums, mais commencez par là. Porte d'entrée parfaite, pour moi, c'est Within the Realms, et si on aime Within the Realms, on aime quasiment forcément Serpent's Egg. Aion est un peu à part, comme je le disais. Groupe culte, comme je l'ai dit, mais on parle beaucoup de groupe culte pour la musique populaire. Là, je dirais que c'est carrément un groupe essentiel. Au même titre, en fait. En fait, je dis essentiel comme je le dirais d'une œuvre littéraire, et pas vraiment d'un disque. C'est presque un groupe qui fait peur de loin. On les sait incontournables, référentiels, mais qui repoussent un peu par leur statut, justement, parce qu'ils ont l'aura du groupe un peu repoussé. Parce que si on n'est pas forcément amoureux de musique savante, on peut se dire bah non, c'est de la musique qui n'est plus pour moi, qui n'est pas pour moi. Mais si, c'est de la musique qui est pour tout le monde. J'ai beaucoup mis l'accent sur la simplicité de ce groupe et l'évidence que sa musique dégage. C'est pour moi une composante essentielle de Dead Can Dance. C'est de la musique hautement sacrée et hautement spirituelle et hautement complexe aussi si on regarde bien, mais toujours dans l'évidence, la simplicité et, comme je l'ai dit, une forme de générosité. La musique est toujours quelque chose de plus immédiat que les livres. Mais pour une fois, on peut faire un rapprochement sérieux, et pas simplement de l'ordre de l'évocation, entre un groupe musical et une œuvre littéraire. Pour une fois, c'est justifié. Si vous écoutez Dead Can Dance, alors qu'on se dit oh là là, c'est compliqué comme musique, c'est un peu supérieur, voilà. C'est exactement comme avoir peur de lire un Camus, par exemple. On se dit oh là là, c'est Camus, c'est absurde, hein, c'est très compliqué. Non, pas du tout, c'est très simple à lire, c'est très simple à écouter. C'est de cet ordre-là, on est repoussé par l'aura, mais il faut y aller. Parce que c'est, je le redis, mais une musique universalisante. Et le spirituel a vocation à être transcendant et donc à concerner tout le monde, en fait. Quand j'utilise les mots spirituel, transcendant, on peut se dire ouais, c'est élitiste, c'est prétentieux, c'est non. Au contraire, la racine même de ces mots veut dire que c'est pour tout le monde, que c'est quelque chose qui s'adresse à tout le monde, intrinsèquement. C'est même la chose la plus universalisante qui soit, en fait. Et si vous vous foutez complètement de toutes mes interprétations, de toutes mes théories mystiques, mais grand bien vous fasse, hein, vous avez raison au fond. Ce ne sont que des exégèses herméneutiques, n'est-ce pas, personnelles. Il faut juste écouter Dead Can Dance parce que c'est beau, simplement. Ce sont des disques inusables et qui sont beaux. Simplement beaux avec un B majuscule. Beau comme seul l'art peut l'être. Rapidement pour terminer, j'ai creusé un peu dans mon cerveau pour trouver des œuvres qui pouvaient rappeler Dead Can Dance, des artistes qui pouvaient jouer un peu sur des ambiances un peu proches, trouver une espèce de parenté. J'en ai très peu trouvé. Très peu. Beaucoup s'inspirent, mais peu y ressemblent. Je n'ai trouvé que 2 idées. La première, c'est le Victoria Land de Cocteau Twins, qui est un très bel album, et qui est un des seuls albums au monde que je tolère où il y a du saxo dedans. Moi je suis absolument hermétique au cuivre, je déteste les cuivres. Les 2 seuls groupes dans lesquels je peux écouter du saxo, c'est Cocteau Twins et Hawkwind, c'est tout. Le reste, je peux pas, il y a jurisprudence, impossible. Et deuxième album qui m'y fait beaucoup penser, c'est le Elysium de Fils of the Nephilim. Je serais pas étonné qu'ils se connaissent, d'ailleurs. Le couple Lisa Perry et Carl McCoy se connaissent. Le Elysium des Fields, peut-être un peu à mi-chemin entre Within the Realms et Serpent's Egg. Quelque chose de très, entre les deux. Je m'arrête ici, je vous ai déjà bien assez parlé d'un groupe très connu. J'ai essayé de concilier pendant cette trilogie mes interprétations et mes sentiments personnels par rapport aux albums, avec la partie plus technique, plus musicale, plus instrumentale. J'ai essayé de faire une espèce de mix un peu paritaire des deux. Faire une description pure et dure de la musique d'un album, c'est pas forcément très intéressant, puisque tout le monde peut le faire. Pourvu qu'on soit un peu entraîné, ce qui est intéressant c'est de donner un avis dessus, c'est l'exercice de la chronique. J'ai pas essayé de faire réellement des chroniques, là j'avais peur un petit peu dans mon exercice de trilogie de faire 3 chroniques superposées. C'est pas ce que j'ai essayé de faire, j'ai essayé de faire quelque chose de plus complet, de plus cohérent, en dégageant la logique un peu interne des albums et surtout dans leur enchaînement.
J'ai essayé de donner... Quand on fait une chronique, on chronique un seul album. Là, j'en ai fait 3, j'ai essayé de donner un mouvement en 3 parties, plutôt que 3 éléments séparés. J'ai essayé de montrer la courbe que représentaient ces albums dans la vie de Dead Can Dance. Je m'arrête ici, je vous laisse tranquille. Écoutez Dead Can Dance. Je vous dis ça pour tous les groupes dont je parle, mais réellement, écoutez Dead Can Dance. C'est un groupe, quelle que soit votre chapelle musicale, même si vous n'aimez pas la musique, écoutez Dead Can Dance. Je hais l'utilisation du mot épique à tout bout de champ dans sa foutue version anglicisée, suivie d'un putain de point d'exclamation afin de qualifier n'importe quel album, groupe ou morceau marquant, puissant ou comportant seulement des instants d'éclat particulièrement appuyés, quelle que soit la couleur de cet éclat. Il s'agit d'une tendance, d'un phénomène que j'observe depuis des années déjà et qui m'insupporte au plus haut point. Savez-vous seulement ce que signifie le mot épique ? Non, Titouan, tu ne le sais pas, je le vois à ton air déconfit, et déconfit tu es manifestement demeuré après la sortie du pot confiturier maternel. Je me rends donc sur le site du Larousse. Épique, propre à l'épopée, au poème épique. Épopée, long récit poétique, d'aventure, héroïque, où intervient le merveilleux. Suite d'actions extraordinaires, merveilleuses, étonnantes ou héroïques. As-tu déjà lu une épopée, Titouan ? Hein, Titouan ? Non, jamais. Alors voici ce que tu vas faire, Titouan. Tu vas aller ouvrir un bouquin d'Homère, de Milton, la chanson de Roland, ou même la légende des siècles de Victor Hugo. Et tu vas découvrir que l'épique, ça n'est pas un éclat superficiel, bombardant et tonitruant, sans contrepoint et sans profondeur comme tu sembles l'imaginer à force d'écouter Powerwolf. Le problème est double, Titouan. D'abord, tu ne sais pas ce que signifie ce mot, et tu l'utilises à tort et à travers, mais surtout, tu en viens à lui créer une signification galvaudée et inexacte, qui te sert de bouche-trou lexical quand tu ne sais pas qualifier la musique que tu écoutes. Et j'ai envie de dire que tu ne comprends manifestement pas. Surtout que, mon cher Titouan, tu as la fâcheuse tendance de t'imaginer être capable de chroniquer des albums sur des sites. Et tu adores bazarder ton mot fétiche à longueur de bafouille, et ça, Titouan, c'est significativement dangereux. Cela s'appelle effectuer des glissements sémantiques, Titouan, plus communément appelés grosses conneries. Et c'est exactement de cette manière que l'on appauvrit une langue. Et appauvrir une langue, c'est déprécier et abîmer notre outil premier, le véhicule de maniement du sens de ce qui est. Ta béquille, ou plutôt ton cache-sexe rédactionnel, devient suprêmement intolérable quand tu te mets à l'utiliser, on ne sait pourquoi, afin de qualifier des disques qui ne donnent même pas dans l'épique grandiloquent faux et artificiel, qui n'ont rien à voir. Tu en viens à fourrer ton épique partout. Oui, j'ai déjà vu le mot épique employé pour parler d'albums de Funeral Mist, de Tate & Blood ou de Mayhem. Vlad le Transylvanien, par pitié, reviens et amène ton Saint-Pal avec toi, ça va goûter, chérie. Voici maintenant ce que tu vas faire une nouvelle fois, Titouan. Tu vas aller écouter la seconde trilogie de Bathory. Plusieurs fois. Lentement. En te repassant les passages qui te marquent. Puis tu vas laisser tout ça de côté. Puis tu vas réécouter encore une fois cette trilogie. Et ensuite tu vas faire la même chose avec Solstice. Puis avec Candlemas. Et ensuite avec Atlantean Codex. Et encore après, tu vas aller lire les sagas islandaises. Les romans de Chrétien III. Jason et les Argonautes. Ou même le Kalevala. Tu y verras ce que signifie l'enthousiasme sacré du héros, la dévotion à une cause supérieure à sa propre existence, la passion, puis la chute, le désespoir, le renoncement, l'angoisse, la rancœur, l'ascension nouvelle, la défiance et le triomphe solaire, authentique, qui représente au fond et si splendidement la victoire de l'homme sur lui-même, le pathéimatos, comme on le disait fut un temps. Et là, Titouan, là tu verras ce qu'est l'épique. Et en quoi certains disques peuvent en effet relever d'une forme d'épique littéraire transposée à la musique.
J'admets toutefois une zone d'incertitude dans cette intervention quelque peu véhémente. L'adjectif épique peut-il être par exemple légitimement utilisé pour des groupes tels que Visigoth, qui composent un heavy metal brillant, guerrier, follement entraînant et victorieux. Derrière Visigoth, je pense à une flopée de formations officiant dans le même style, excellentes musicalement, mais qui sont rangées sous l'étiquette épique alors que leur musique ne présente pas le contrepoint spécifique et nécessaire à cet éclat pour que la définition de cette épithète, par ailleurs également substantif, soit légitime. Magniarod, par exemple, est réellement épique. On y trouve des ténèbres qui servent, comme je l'ai dit, de contrepoint aux éclats, à la lumière, aux moments de gloire. Pagan Altar également peut être épique. Mais Visigoth est trop uniformément vainqueur peut-être, trop lumineux. Peut-être faudrait-il prendre le temps finalement d'élaborer une définition de l'épique spécifique à la musique, qui n'est évidemment pas le même que l'épique littéraire. Un jour peut-être essayerai-je de faire cela, de m'atteler à cette tâche, mais pas maintenant. Ce qui reste certain, c'est que ce mot ne doit plus se voir accolé, par facilité, à des disques qui n'ont de toute façon rien à voir avec ce que épique signifie, ou qui simulent, encore pire, qui simulent de manière surfacique et mièvre les tenants et aboutissants de cette dénomination qui reste incomprise. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Vous connaissez cette phrase de Camus, ou plutôt attribuée à Camus, elle est très connue. Alors maintenant, Titouan, tu vas réserver tes épiques bas du front au trailer de Skyrim qui sortait en 2010. En 2010, putain, et à rien d'autre. Et je rajoute, comme annoncé, une deuxième partie à ce réquisitoire, double ration de rallage, parce qu'il s'est passé un truc incroyable. Il s'est passé un truc de fou. Connaissez-vous le label Darkness Shall Rise ? C'est un label black metal underground, oulala, qui sort des box de cassettes réservées à des groupes cultes. Ils l'ont fait pour Enslaved, pour pour Mayhem, et maintenant ils s'attaquent à Dissection. 19 putains de cassettes. Une box à 19 putains de cassettes pour un groupe qui a 3 albums, 2 lives d'importance. Allez, peut-être 3 lives d'importance si on veut s'amuser à jouer un peu. Une démo à la limite et un ou deux singles. Et même là, je fais les fonds de tiroir, et il me reste 10 tapes à meubler. Vous avez 19 tapes pour un groupe qui a au grand max 10 sorties d'importance. Qu'est-ce que vous faites, les gars ? Vous avez enregistré... Vous avez retrouvé une bande de John dans son appart à Stockholm qui prépare une tarte aux poireaux ? Enfin, qu'est-ce que vous avez foutu sur vos tapes, les gars ? Enfin... Mais ça va pas ? 239 putains d'euros ? 239 € pour une tape avec la moitié du matériel qui sera de toute façon inutile. Non mais c'est stupide. Il y a 3 albums, les gars. Le reste, c'est du bonus. 3 albums. Darkness Shall Rise, vous êtes des arnaqueurs. Vous êtes des voleurs, vous êtes des escrocs, vous êtes des bandits. Le gars derrière ça, t'es un foutu bandit, t'es un truand. Là, on est dans l'illustration totale du merchandising, du capitaliste, du mercantile black metal, mais typique. Comme quoi les blackeux, ça devient vraiment des petits bourgeois qui ont 250 balles, qui ont un 5e de SMIC, à passer dans une box où il y a la moitié de matériel inutile. Enfin c'est fou, c'est malade, et le pire c'est que ça va partir. Alors les gens ont un peu râlé, parce que bon, il avait déjà fait des box un petit peu contestables avant, là évidemment ça a commencé à râler parce que le foutage de gueule n'est même plus dissimulé, mais... Enfin, c'est grave. C'est con parce qu'il avait commencé... Bonjour les pompiers, toujours là les pompiers, n'est-ce pas ? C'est con parce qu'il avait commencé par une box Burzum qui était très bien à l'époque, que j'avais raté comme un con, mais bon, enfin là... Moi je vais me mettre à boycotter ce machin. J'avais toujours eu l'idée de me faire plaisir avec une belle box d'un groupe que j'aime en tapes chez ce label, mais jamais, enfin... c'est une telle arnaque, je passe pas mon pognon durement gagné à des gens comme ça. Allez vous faire foutre, Darkness Shall Rise, enfin c'est... N'importe quoi. 239 € pour 19 tapes. N'importe quoi, putain. Est-ce que vous vous souvenez de Daniel of God ? Vous devriez, parce que c'est un putain de groupe, Daniel of God. Daniel of God, ce sont des Danois qui se sont créés en 91.
Ils ont sorti des tonnes et des tonnes de splits, de démos, d'EP, et ils n'ont sorti qu'en 2006, donc 15 ans après leur formation, leur premier album, The Horrors of Satan, les horreurs de Satan, sorti chez Painkiller Records. Daniel of God, c'est un groupe qui est assez unique. C'est un mélange d'heavy, black metal, très 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 Merciful Fate dans l'idée, très King Diamond, tout ça, voilà. Moitié black avec des trémolos et des blasts, et des voix hurlées, et l'autre moitié heavy, parfois un peu doomisant, qui peut rappeler des choses un peu aussi à la Bastard Hammer, où il y a évidemment du Venom aussi là-dedans. Hein. C'est du black, au fond, ça reste du black, mais composé comme du heavy. On sent tout le temps que les mecs sont avant tout des fans de heavy extrémisés. On a des thématiques folk horror, j'adore le folk horror, forcément ça me plaît. On parle de sorcières, on parle de loups-garous, de malédictions, de vampires, il y a la piste A Night in Transylvania qui est une putain de tuerie. Et surtout, les riffs sont simples, très bien trouvés et très entraînants. C'est des riffs satisfaisants, qui donnent envie de cavaler, c'est des riffs... ça regonfle, c'est des riffs qui sont épiques pour le coup, un épique assez léger mais épique quand même. C'est grandiloquent un peu comme musique puisqu'il y a toujours un côté regarde ma fable macabre que je te décris en faisant des grands mouvements de bras. Il y a un côté Tim Burton un peu, il y a un côté, c'est grotesque, il y a un côté très kitsch, un côté gros méchant black metal, mais c'est jouissif. C'est un groupe qu'on peut prendre qu'au second degré et je pense que en fait eux-mêmes en font tellement des tonnes dans l'apparence je pense qu'ils prennent ça aussi au second degré. Mais prendre son décorum au second degré n'empêche pas de faire sa musique très sérieusement et de la faire très bonne. Je le redis, mais les riffs sont très bons, très bons. Les pistes sont souvent longues, parfois un peu trop longues. Hein. Parfois il y a un peu d'élongation qui sont superflues. Mais globalement c'est du bonheur. Cet album-là, je le redis, The Horror of Satan, c'est du foutu bonheur. La piste finale éponyme, hein, Monsieur Rem, je sais que t'aimes beaucoup ce mot, c'est une tuerie. C'est une putain de tuerie. C'est simple, hein, mais vraiment c'est irrésistible. C'est goûtu, c'est du goûter black metal, c'est du pitch black metal, c'est du Nutella black metal. En mieux, parce que Nutella, il y a un côté junk food. Moi, c'est un album que je me passe souvent, parce que je m'éclate à l'écouter. Il me fait plaisir, c'est du black metal qui met de bonne humeur. En fait, tout ce groupe peut être résumé par l'expression « to run with the devil », courir avec le démon, quoi. Tu hurles avec les loups, il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est « haha, je suis la vilaine sorcière qui vient voler vos enfants ». C'est vraiment quelque chose de cet ordre-là. C'est léger, mais c'est pas con pour autant. Ah là là, qu'est-ce que j'aime ce groupe. C'est du black metal de plaisir, hein, mais pas creux pour autant. C'est le plaisir de raconter des histoires de fantômes avec de l'ambiance au fond et du clavier qui fait tanana comme ça. C'est un groupe qui est tristement osef. Hein. Tout le monde s'en fout de ce groupe, c'est dommage. C'est vraiment dommage, faut pas s'en foutre de ce groupe, il est très bien ce groupe. On a eu un deuxième album en 2012 qui s'appelait Death and Beyond. Cool, mais plus heavy et un petit peu longuet. Et surtout, on a eu il y a 2 ans The Hollow Mass. Mouais. On revient sur un modèle plus black metal, mais il faut en virer un bon tiers pour qu'il soit bon. Et ça, c'est dommage. Toujours est-il que je vous conseille vraiment d'écouter ce premier album, The Horrors of Satan, qui en plus est composé pour moitié des pistes qu'ils avaient sorties avant, mais réenregistrées et un peu améliorées. Il y a un côté à la fois best-of et de la nouveauté, c'est parfait. Ça vous fait un excellent résumé de ce qu'il y a de meilleur dans ce groupe. Daniel of God, The Horrors of Satan, 2006. Très cool album. Très cool. Beowulf prit la parole, malgré sa blessure, il parla. Malgré sa plaie mortelle, il avait la claire conscience qu'il avait achevé le cours de sa vie, la jouissance de cette terre, qu'était tout épuisé le compte de ses jours, la mort infiniment proche. C'est maintenant, dit-il, que j'aurais voulu donner à un fils mon équipement de guerre si le destin m'avait accordé d'avoir, pour me succéder, un héritier né de ma chair. J'ai régné sur mes peuples 50 années durant. Il ne s'est trouvé aucun roi important, aucun de ceux qui trônent alentour, qui ait osé m'affronter l'épée à la main ou par la menace. J'ai, à l'intérieur, paré aux événements, géré mon bien avec droiture. Je n'ai pas cherché de vaines querelles,
je n'ai guère prêté de serment trompeur. Je peux, de tout cela, moi que voici blessé à mort, éprouver de la joie, parce que le maître des mortels n'aura pas à me reprocher le meurtre de proches parents, quand s'échappera la vie de mon corps. À présent, va vite contempler le trésor sous la pierre chenue, bien-aimé Wiglaf. Maintenant que gît le dragon, qu'il dort blessé du sommeil de la mort, dépouillé de son trésor, hâte-toi à présent, que je vois les antiques richesses, l'or amassé, que j'admire pleinement, les gemmes éblouissantes et leur travail. Je pourrais alors plus facilement, après avoir vu ces précieuses richesses, quitter ce qui fut à moi, la vie et le pouvoir dont j'ai longtemps disposé. Ces lignes, ces vers se trouvent à la fin de Beowulf. Je vous ai déjà parlé de Beowulf, il s'agit d'un poème épique anglo-saxon, du vrai épique, n'est-ce pas ? Le poème date, on ne sait pas en fait réellement de quand il date, puisqu'on a trouvé des premières éditions aux alentours de l'an 1000, si je ne dis pas n'importe quoi, je crois bien que c'est l'an 1000, il me semble que c'est autour de l'an 1000, mais on se doute réellement que le poème est en fait bien plus ancien et qu'il s'agit d'une tradition orale, héritée de plusieurs siècles en arrière. Christianisé un petit peu évidemment, puisqu'évidemment les clercs qui ont consigné Beowulf étaient évidemment chrétiens, et ont donc rajouté, comme c'est le cas de beaucoup de vieux textes nordiques comme le Kalevala et même comme l'Edda ou les sagas islandaises, on a rajouté des références chrétiennes ou un aboutissement ultime qui est chrétien, histoire de forcer un peu la propagande christique, n'est-ce pas ? Le texte est fondamentalement héroïque, on a un héros qui est un guerrier, qui est un héros, un réel héros au sens antique du terme, avec tout ce que ça comporte, on ressent à chaque vers la mentalité antique, la mentalité d'un monde qui n'existe plus. C'est très très fort, c'est très émouvant. Et j'aime particulièrement cette scène puisque Beowulf décide, à la fin de sa vie, il a déjà accompli, je vous dis, les vers se passent à la fin du livre, à la fin du récit. Beowulf a déjà accompli maints et maints exploits, et il se jette dans les bras d'un dernier péril il sait que ce sera le dernier, il sait qu'il va y passer, mais il l'accepte, par altruisme également envers son peuple, et aussi pour qu'il ne lui soit jamais reproché, après sa mort, d'avoir manqué de courage. Et j'aime énormément ce passage parce qu'on retrouve les thématiques antiques par excellence, le courage absolu, la paix face à la mort qui vient quand le devoir est accompli. Le thème de la descendance, avec Beowulf qui regrette de ne pas avoir d'héritier, et Wiglaf qui est un peu son guerrier préféré, qui est à ses côtés, qui est un petit peu un fils de substitution. C'est d'ailleurs comme ça, c'est en cela qu'il se révèle d'ailleurs Wiglaf après la mort de Beowulf dans les quelques vers qui restent à la fin du poème. J'aime énormément, je trouve très beau le fait que Beowulf, après avoir vaincu le dragon et récupéré les richesses, parce que le thème du dragon qui dort sur ses richesses, c'est un thème qui est très spécifiquement, en tout cas qui est très exploité dans la mythologie et les textes héroïques nordiques et germaniques. On pense au dragon Fafnir, Lord du Rhin, Sigmund, tout ça. D'ailleurs, si Bilbo va chercher le trésor de Smaug qui dort sur son trésor d'or et de pierres précieuses, on sait d'où ça vient. Mais j'aime beaucoup le fait que Beowulf a vaincu le dragon. Il se sait proche de mourir, et il veut s'infliger une dernière épreuve, de regarder les richesses qu'il a amassées, qui lui reviennent de droit, après avoir vaincu le dragon. Il est riche, sur le point de mourir, il le sait, et il veut contempler tout ça pour mépriser ses possessions terrestres juste avant de partir pour l'au-delà. Je trouve ça splendide. Surtout que c'est assez implicite. On pourrait très bien se dire, il veut regarder ses richesses pour se dire « Ah, c'est à moi, et je pars riche », mais non. Il y a réellement quelque chose de profondément... Quand on lit en fait tout le poème et quand on connaît le personnage de Beowulf, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de « Je l'ai acquis, mais ça m'importe peu. Parce que là, je pars, je ne suis plus d'ici, je n'ai jamais été d'ici, je ne suis plus d'ici, je pars dans les plaines des héros, et je n'y emporte pas d'or, parce que l'or finalement est méprisable, l'or est superflu. L'or, c'est l'orgueil des terrestres, des triviaux. Moi, je pars, je m'en vais ailleurs où j'aurais pas besoin de ça, je trouve ça magnifique. Je trouve ça réellement magnifique. Je ne vous inviterai jamais assez à lire Beowulf si vous aimez... Il n'y a même pas de conditions requises pour lire Beowulf, c'est assez court à lire en plus, mais c'est magnifique, c'est très 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 beau. Lisez Beowulf, lisez les vieux textes germaniques.
Et voilà, nous arrivons au bout de ce 5e épisode de La Voûte, un 5e épisode que j'aurais eu beaucoup de plaisir à faire. Je commence un petit peu à être à l'aise niveau technique, et j'ai mes pré-réglages qui sont bien enregistrés, dont je suis satisfait, de plus en plus satisfait, je les fais évoluer selon les besoins. Mais je commence à être rodé sur la partie technique, et ça me fait plaisir, ça me permet de me concentrer plus sur le fond, et ça me permet également de vous préparer des petites surprises. J'ai quelques petits projets un peu hors série, derrière les fagots, qui avancent doucement mais sûrement, qui devraient faire plaisir à pas mal d'entre vous. J'en dis pas plus, ça devrait se révéler dans les semaines qui viennent, et vous ne devriez pas être déçus, surtout si vous avez l'esprit un petit peu ouvert. Voilà, je vous remercie encore une fois. Vous êtes, je le répète, de plus en plus nombreux à m'écouter, et c'est une excellente chose, en tout cas qui me touche beaucoup. Je vais tâcher d'être à la hauteur de cette affluence très raisonnable, mais affluence tout de même. Allez sur Trashcore, allez me retrouver sur Facebook, sur YouTube, sur PodCloud, lisez des bouquins, écoutez des disques, et on se retrouve dans quelques semaines. Et vous étiez sous la voûte, oulala, faut oublier ça, vous étiez sous la voûte.